J'ai senti une onde de chaleur me monter à la nuque. Autour de nous, les fourchettes se sont immobilisées. Les invités observaient la scène comme ils le faisaient toujours lorsque Geneviève mettait en scène l'un de ses petits jeux, à la fois divertis et soulagés de ne pas être la cible. Le genou de l'homme assis à côté de moi a frôlé le mien sous la nappe en lin. C'était un geste décontracté, mais qui sonnait comme un test. Il a murmuré avec un sourire en coin, « Alors, la vie de célibataire dans le sud ? C'est aussi bohème qu'on le dit ?» J'ai serré mon verre de badois un peu plus fort. Mon pouls résonnait dans mes oreilles, aussi distinct que le tintement de l'argenterie. En face, Geneviève a lâché un petit rire léger, ce genre de rire mondain qui indique à toute l'assemblée qu'il ne s'agit que d'une taquinerie sans conséquence. C'est à cet instant que j'ai pensé à Manon, à sa petite main dans la mienne quand nous traversions la rue, à la façon dont elle me regardait comme si j'étais son univers tout entier. Je l'ai imaginée dans 10 ans, assise à une table comme celle-ci, apprenant à sourire malgré l'humiliation, parce qu'on lui aurait enseigné que préserver les convenances importait plus que de se respecter soi-même. Quelque chose en moi a basculé. Ce n'était pas encore une explosion, plutôt une porte qui se fermait sans un bruit. Au moment où Geneviève s'est levée pour porter le toast de la soirée, toute la salle à manger semblait suspendue à ses lèvres, comme si on attendait le bouquet final d'un feu d'artifice. J'ai alors réalisé, avec une certitude glaciale, qu'elle n'avait pas invité tous ses cousins et amis par esprit de famille, mais pour qu'ils soient les témoins de ma remise à ma place. Je me suis éclipsée avant que ma mère ne puisse transformer la conversation en une de ses performances habituelles. Le couloir était plus frais que la salle à manger, et bien plus silencieux. Plus de rires, plus de bruit de couverts, plus de regards qui me jaugeaient. Je me suis réfugiée dans le cabinet de toilette et j'ai verrouillé la porte, agrippant le rebord du lavabo en porcelaine jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Mon reflet dans le miroir semblait serein, presque élégant, ce qui rendait la situation encore plus insupportable. J'ai glissé mes doigts sous le col de mon chemisier en soie pour trouver la chaînette, l'alliance suspendue contre ma peau était chaude, comme si elle attendait que je lui accorde enfin mon attention. Je l'ai pressée entre mon pouce et mon index en essayant de respirer selon la méthode que Nicolas m'avait apprise pour les nuits où la voix de ma mère me poursuivait jusque dans mon sommeil, inspiré sur 4 temps, bloqué sur 6. Un souvenir m'a traversé, celui du soir où j'avais annoncé à Geneviève que j'allais me marier. Ce n'était pas dans cette maison, mais le ton était le même, celui qu'elle utilisait quand elle voulait dire « J'ai fini de faire semblant de te laisser le choix ». Si tu l'épouses, avait-elle dit avec le calme d'un juge prononçant une sentence, ne m'appelle plus jamais ta mère. Pas de cris, pas de larmes, juste cette coupure nette et chirurgicale, comme si l'amour pouvait être révoqué d'une simple phrase. J'avais passé 3 ans à agir comme si je pouvais encore racheter son affection. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message, sans drame ni grand discours. Nicolas, Camille, tu n'as pas à être son histoire ce soir. Sois la tienne. Ma gorge s'est serrée. Dans la pièce voisine, le rire de Geneviève s'est de nouveau élevé, léger et travaillé, suivi par celui d'un autre invité, puis d'un troisième, comme si mon humiliation était devenue une activité de groupe. J'ai fixé la bague au bout de ma chaîne et j'ai enfin admis la vérité que je fuyais. Je ne protégeais pas ma mère de la douleur, je protégeais son illusion. Et le prix de cette illusion, c'était ma dignité, et à terme, celle de Manon. J'ai déverrouillé la porte et j'ai marché vers la salle à manger. Chaque pas me semblait lourd, comme si je marchais dans l'eau, mais mon allure était ferme. Au seuil de la pièce, j'ai marqué un temps d'arrêt pour lisser mes manches, relever le menton et adopter un visage neutre. Ni peur, ni excuse. De l'autre côté de la table, Geneviève était debout, son verre levé, sa posture parfaite. Son sourire était déjà prêt, braqué sur l'assemblée comme un projecteur. Tout le monde se penchait en avant. J'ai repris ma place, posé mes mains à plat sur mes genoux pour que personne ne voie mes doigts frémir, et j'ai laissé mon pouce reposer sur l'endroit où l'alliance pressait contre ma peau. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas de survivre à sa prochaine pique, j'attendais d'y mettre fin. Geneviève a laissé le silence s'installer, à la manière d'un chef d'orchestre qui fait taire ses musiciens. Son verre oscillait à hauteur d'épaule, la lueur des bougies jouant sur le cristal. Elle a souri à mes cousins, à mes tantes, à ses parents éloignés qui n'apparaissaient que lorsqu'il y avait quelque chose à célébrer ou quelqu'un à juger.
À la famille, a-t-elle lancé d'une voix assez chaleureuse pour tromper n'importe quel inconnu, la seule chose qu'on ne remplace jamais. Les invités ont murmuré leur accord dans un bruit de chaises et de couverts qui s'apaisait. Même l'homme à côté de moi a cessé de m'envahir pour se caler au fond de son siège, ne voulant pas rater le spectacle. Geneviève a continué en félicitant l'un pour une grossesse, l'autre pour une promotion ou une nouvelle maison de campagne. Chaque compliment tombait comme un ruban noué autour de la vie de quelqu'un d'autre. Puis son regard a glissé vers moi, fluide et inévitable, comme l'acte final d'une pièce répétée toute la journée. Elle a tendu la main vers le portrait de famille encadré qui se trouvait à sa portée, en bout de table. Le verre poli accrochait l'éclat des bougies. Elle l'a soulevé à deux mains comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Le sourire de mon père semblait figé derrière le verre. Mon propre visage, plus jeune, m'observait, obéissant et ignorant. Geneviève a incliné légèrement le cadre vers les invités. Et bien sûr, a-t-elle ajouté, le rire pointant déjà sous ses mots, nous continuons d'espérer que Camille finira par trouver sa voie. Quelques personnes ont gloussé doucement, de ce rire qui se veut bienveillant mais qui ne l'est pas. Puis elle a décoché sa flèche. Pas étonnant que tu sois toujours seule à 37 ans. Le son qui a suivi n'était pas fort, mais il était pire que tout, des petits éclats d'amusement, de la pitié déguisée en humour. Quelqu'un a fait teinter sa fourchette contre son assiette comme un point final. L'homme à mes côtés a expiré un rire discret, vérifiant s'il pouvait se le permettre. Mon pouls a cogné violemment contre mes côtes. Mes doigts sont devenus glacés. Sous mon chemisier, l'alliance sur sa chaîne me brûlait la peau comme un rappel et un défi. Pendant 3 ans, j'avais avalé des moments comme celui-ci. 3 ans à éditer ma vie pour la rendre tolérable aux yeux de ma mère. 3 ans à la laisser raconter aux autres qui j'étais, parce que l'alternative me donnait l'impression de brûler le seul pont qui me restait. Le message de Nicolas a traversé mon esprit, soit la tienne. J'ai posé mon verre avec précaution, sans trembler, sans rien renverser. J'ai regardé le visage de Geneviève, toujours souriante, toujours certaine de posséder le récit de ma vie. Puis je me suis levée. La pièce s'est figée de cette façon particulière qu'ont les gens lorsqu'ils sentent un basculement imminent sans savoir s'ils doivent l'arrêter. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas supplié. J'ai laissé mes lèvres esquisser la même expression douce que j'avais portée lors de 1000 petites humiliations passées. Sauf que cette fois, ce n'était pas de la soumission. C'était du contrôle. J'ai souri. En réalité, je suis mariée depuis 3 ans. Tu n'étais simplement pas invité. Un silence de plomb s'est abattu. La serviette de quelqu'un a glissé d'un genou pour heurter le parquet avec un bruit sourd dans ce calme soudain. Les yeux de ma tante se sont écarquillés. Un cousin est resté la bouche ouverte, une bouchée en suspens. L'homme à côté de moi s'est raidi, comme s'il venait de réaliser qu'il n'avait servi que de décor. Au début, Geneviève n'a pas bougé. Elle me fixait comme si je parlais une langue étrangère, comme si en restant immobile, elle pouvait forcer la réalité à revenir en arrière. Je ne comprends pas, a-t-elle fini par dire d'une voix trop contrôlée. Pourquoi le comprendrais-tu ? Ai-je répondu avec assurance. Puisque tu m'as demandé de choisir. Et c'est ce que j'ai fait. Je sentais tous les regards sur nous, non plus amusés, mais acérés, curieux, déstabilisés. Les doigts de Geneviève se sont crispés sur le cadre, ses articulations blanchissant contre l'argent poli. Et pour la première fois, elle a semblé avoir peur, non pas de ce que j'avais fait, mais de ce que tout le monde allait découvrir. Pendant un battement de cœur, personne n'a respiré. Les mains de Geneviève serraient toujours le cadre comme s'il pouvait l'ancrer dans la version de la réalité qu'elle préférait. Puis un tremblement a parcouru ses doigts. La photo de famille a glissé de ses mains. Elle a percuté le coin de la table dans un craquement sec qui a déchiré le silence, avant de glisser sur la nappe blanche et de voler en éclats. Des minuscules fragments de verre ont scintillé sous les bougies comme de la glace pilée. Le visage souriant de mon père s'est retrouvé fracturé en 1000 morceaux. Un hoquet de surprise a parcouru la table. Quelqu'un a reculé sa chaise. Ma tante Béatrice a porté une main à sa bouche, fixant le verre brisé comme s'il saignait. Les yeux de Geneviève ont brillé, pas de chagrin, pas encore. D'abord est venue l'indignation,
celle qui apparaissait toujours dès qu'elle perdait le contrôle devant témoin. Tu as fait ça pour m'humilier, a-t-elle dit, la voix tremblante d'une fureur contenue, dans ma propre maison. Je n'ai pas scié. Non, c'est toi qui m'as humilié, ai-je répondu calmement. Tu n'avais simplement pas prévu que j'arrêterais de te laisser faire. Sa mâchoire s'est contractée. Pendant 3 ans, tu as menti à ta mère. Tu m'as regardé dans les yeux en souriant. Et ce sourire avait un goût de cendre, ai-je rétorqué. Parce que c'est ce que tu m'as appris à faire. Sourire. Rester poli. Ne pas faire d'esclandre. Te laisser écrire ma vie à ma place. De l'autre côté de la table, l'oncle Jean-Pierre, le frère cadet de ma mère, s'est penché en avant, les coudes sur le linge de table. Il était resté silencieux toute la soirée à observer. Maintenant, sa voix est tombée comme un couperet. Geneviève, a-t-il dit d'un ton lent et pointu, une fille ne cache pas son mariage pendant 3 ans à moins d'avoir peur de sa propre mère. Ma mère a tourné brusquement la tête vers lui. Mêle-toi de ce qui te regarde. Mais l'ambiance avait changé. Le public ne lui appartenait plus. Une cousine a pris la parole, hésitant au début. Attends, mariée ? Genre, vraiment mariée ? Oui, ai-je dit, depuis 3 ans. J'ai gardé mes phrases simples. Pas de détails dramatiques, pas de preuves superflues. La vérité n'avait pas besoin de décoration. C'est un homme bien. C'est mon mari. Nous avons une petite fille, elle va bientôt avoir 3 ans. L'air a encore changé, plus lourd, empreint d'une stupéfaction différente. Un enfant, a chuchoté la tante Béatrice. Manon, ai-je précisé. Le visage de Geneviève a blêmi. Pendant une seconde, j'ai vu sous son armure un choc qui ne semblait pas fin. Puis elle s'est durcie à nouveau. Alors tu as construit une vie sans nous, a-t-elle dit. Et tu t'attends à ce que je t'applaudisse ? Je m'attendais à ce que tu m'aimes, ai-je dit, la voix toujours ferme malgré la brûlure dans ma gorge. Pas une version de moi qui te mette à l'aise. Moi. Elle a repoussé sa chaise, les pieds grinçant contre le parquet. Si notre famille compte si peu pour toi. Elle comptait tout pour moi. Ai-je coupé, et c'était la première fissure dans mon calme. C'est pour ça que j'ai continué d'essayer. C'est pour ça que je revenais toujours seule. C'est pour ça que je cachais mon alliance sur une chaîne comme si c'était une chose honteuse. Mes yeux me piquaient, j'ai cligné fort des paupières. Mais j'en ai fini d'apprendre à ma fille que l'amour est assorti de conditions. Les lèvres de Geneviève se sont entr'ouvertes puis refermées. Elle a balayé la table du regard, cherchant quelqu'un, n'importe qui, pour lui rendre son pouvoir. Au lieu de cela, la tante Béatrice a parlé doucement, sans méchanceté, mais avec vérité. Geneviève, tu ne peux pas la punir d'avoir choisi le bonheur. Les mots ont porté et la posture de ma mère s'est figée comme si elle venait de recevoir une gifle. Je pense que tu devrais partir, a finalement dit Geneviève, la voix serrée. Si c'est pour transformer cette soirée en spectacle. J'ai regardé le cadre brisé, puis je l'ai fixé. Je n'ai rien transformé du tout, ai-je dit doucement. C'est toi qui l'as fait. J'ai juste arrêté de jouer le jeu. J'ai ramassé mon sac à main avec soin, contournant les éclats de verre sur la nappe. Je suis désolée que vous l'ayez appris de cette façon, ai-je dit à l'assemblée d'une voix plus douce, mais je ne suis pas désolée pour ma famille. Personne ne m'a arrêtée quand je suis sortie. Et derrière moi, le brouhaha des voix s'est élevé, des questions, des disputes, un choc collectif, comme si la maison elle-même admettait enfin ce qu'elle contenait depuis des années. Bon, parlons un peu de ce que Camille a fait ici. Parce que ce n'était pas de la vengeance au sens cinématographique du terme. C'était ce genre de geste adulte, complexe et étrangement satisfaisant qui arrive quand on réalise enfin qu'une paix qui exige votre disparition n'est pas la paix. C'est une prise d'otage avec de la belle vaisselle. Camille n'est pas venue pour détruire sa mère. Elle est venue pour arrêter d'être la tête de turc officielle de la famille. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas gagné en criant plus fort. Elle a gagné en étant plus claire. Une phrase, un visage calme, une colonne vertébrale bien droite. C'est une compétence que la plupart d'entre nous apprennent à la dure. Voici la leçon pratique,
Si quelqu'un utilise un public pour vous humilier, la limite doit être posée en public aussi. Simple, propre, impossible à déformer. Pas d'insulte, pas d'emportement, juste la vérité, puis on sort. Parce que se disputer avec un maniaque du contrôle dans son propre salon, c'est comme lutter avec un cochon dans la boue, vous allez finir sale, et le cochon, lui, va adorer ça. Et si vous vous dites, mais je ne pourrai jamais faire ça, rappelez-vous que Camille ne s'est pas réveillée courageuse ce matin-là. Elle s'est réveillée fatiguée. La fatigue est sous-estimée. C'est là que naissent les limites. Alors, je suis curieux, si vous étiez à cette table et que quelqu'un se moquait de